Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire ce soir, le rallye Monte-Carlo ouvre la saison du championnat du monde WRC. Une édition particulière cette année compte tenu du contexte actuel, mais qui offre du beau spectacle. Notre consultant Franck Phillips sera avec nous. Internet est devenu le média le plus utilisé par les enfants. Il peut véhiculer le meilleur comme le pire. Nous parlerons de ses dangers et de ses dérives avec le psychologue Pierre Augier. Dans ce journal également, conseils et astuces pour s'entretenir physiquement alors que les salles de sport sont fermées. Et puis un grand format sur l'un des chantiers phares de Monaco, la galerie des Salines. Elle permettra à terme de relier à pied le jardin exotique et Fontvieille. Mais avant cela, on débute avec un chapitre consacré au 89e rallye Monte-Carlo. Chaque soir, Monaco Info vous propose un résumé du jour. Avant de retrouver notre premier invité, Franck Phillips, rejoignons notre spécialiste auto, Vanessa Dessy. Vanessa, 2 épreuves spéciales étaient au programme de la première journée. Oui, lors de cette première étape, les conditions s'annonçaient humides avec une légère pluie sur les 2 chronos. À cheval entre les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, l'ensemble était très rythmé et c'est Otanak qui signe le premier temps en ouverture, 3 secondes devant un quatuor composé de Rovanperä, Evans, Augier et Neuville. Suninen, quant à lui, a fait une impressionnante embardée dans la première spéciale. Le Finlandais est parti à la faute avec sa Ford Fiesta, mais les nouvelles sont bonnes, l'équipage va bien. Malgré quelques problèmes moteurs, l'Estonien garde donc la tête du rallye et confirme ainsi son excellent départ en signant 2 scratchs consécutifs. À 3 secondes 3 devant un excellent Kaile Rovanperä, seul pilote capable de rivaliser avec le champion du monde 2019. Et concernant la deuxième étape du jour, Vanessa, la neige était bien au rendez-vous avec pas mal de rebondissements. Effectivement, Émilie, Otanak lâche près d'1 seconde au kilomètre dans la matinée. Premier sur la route, Sébastien Ogier a rattrapé une grande partie de son retard. Distancé après une crevaison dans l'ES6, le Français s'est parfaitement repris dans ce chrono, pourtant disputé sur 3 pneus neige et un clouté sur route humide. Le champion du monde en titre a largement devancé ses adversaires, revenant même à seulement 7 secondes 4 d'Evans qui sort leader en fin d'étape. Thierry Neuville, quant à lui, est l'auteur d'un attaqueux spectaculaire en toute fin de la Spéciale 5. Otanak recule au 3e rang à une vingtaine de secondes des Toyota. Auteur du 3e temps, Rovanperä a repris la 4e place face à Thierry Neuville. Merci Vanessa. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur le rallye. Lui sera avec nous dimanche sur Monaco Info pour vous faire vivre avec Frédéric Hélion la cérémonie de remise des prix de cette 89e édition. Franck Phillips apportera son regard d'expert. Il a d'ailleurs déjà participé à plusieurs reprises au rallye Monte-Carlo. Bonsoir Franck. Bonsoir Émilie. Tout le monde en est conscient, pilote comme spectateur, c'est une édition très spéciale cette année. Bien évidemment, il faut saluer l'effort et tout ce qu'a fait la mise en place pour que cet événement mondial puisse avoir lieu. Et il faut vraiment saluer l'Automobile Club aujourd'hui d'avoir réalisé cette prouesse et ce tour de force de pouvoir réaliser dans cette crise sanitaire sans précédent, bien évidemment, un événement aussi mythique que le rallye Monte-Carlo. Vous avez échangé avec certains pilotes pour avoir leurs impressions sur la situation, mais aussi sur le parcours inédit, par exemple. Alors, je suis en contact bien évidemment avec nos amis équipage monégasque. Pour l'instant, les ressentis des pilotes que j'ai, tout le monde respecte vraiment bien les consignes sanitaires qui sont imposées par l'Automobile Club. Quel regard il porte sur le rallye? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce rallye Monte-Carlo? Vous qui avez également participé il y a quelques années à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Alors bien évidemment, le rallye, c'est vraiment le sport automobile, on va dire populaire, avec la présence des spectateurs, les gens qui se déplacent par foule pour voir leurs pilotes. Les fans en fait, et cette année c'est vrai que c'est très compliqué, mais bon, on va dire que tout le monde joue le jeu et c'est vraiment le point qu'il faut souligner. Il faut surtout que ça reste comme ça jusqu'à dimanche, parce que malheureusement si cela devait changer, que ce protocole sanitaire ne pourrait pas être respecté,
je pense que ça mettrait en péril cette épreuve si mythique. Franck, en excellent consultant que vous êtes, vous suivez ce rallye depuis son départ. Quel est votre favori pour cette 89e édition? Alors j'avais, bien évidemment, j'ai le côté cocorico, on va dire. On a eu Sébastien Loeb et Daniel Elena. Aujourd'hui, on a le successeur, entre guillemets, de ce couple nonuple champion du monde qui est Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Alors, j'allais vous dire que jusqu'à la fin de la 3e épreuve chronométrée, j'avais quelques doutes. On a vu que Seb, ce matin, dans les 3 premières spéciales, il a repris la tête du rallye et malheureusement, à la fin de la 5e, il a eu une crevaison, il a fait un tête à queue, donc il se retrouve 2e derrière le Flying Evans, on va dire, celui qui a aujourd'hui les rênes du rallye. Ce rallye promet encore de belles surprises, c'est ça aussi qui fait son charme. Ben, c'est tout à fait le parcours typique et atypique du rallye de Monte-Carlo. C'est que jusqu'à la fin, c'est très difficile d'avoir... on a des favoris, mais c'est très difficile de donner un pronostic sur le vainqueur parce que une crevaison, une sortie de route, on a vu hier la colossale sortie de route de Sulinen qui avait les meilleurs intermédiaires et à 500 mètres de l'arrivée de la spéciale, eh bien, il tape et il fait un tonneau et il part dans le fossé. Fort heureusement, sans dommage pour l'équipage et sans blessure. C'est vraiment le côté Monte-Carlo qui fait que c'est un rallye vraiment mythique. Franck, on vous retrouve donc dimanche à 16h sur notre antenne en compagnie de notre journaliste Frédéric Hélion pour suivre en direct la remise des prix de ce 89e rallye Monte-Carlo. À dimanche. À dimanche, bien évidemment. Merci et d'avoir avec été avec grande nous. joie. Merci à vous. Et ce week-end, il y a également du football et la 21e journée de Ligue 1. Bonsoir Frédéric Hélion. Frédéric, l'AS Monaco reçoit Marseille demain, samedi, à 21h au Stade Louis II. Un choc pour confirmer Émilie. Monaco, 4e, reçoit Marseille, 6e. Les Marseillais restent sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. L'ASM, de son côté, est en pleine bourre avec 4 victoires et un nul en Ligue 1. Les joueurs de Niko Kovac ne sont plus qu'à 4 points de la 3e place, actuellement occupée par Lyon, et peuvent compter sur un Wissam Ben Yedder qui a retrouvé le chemin des filets à Montpellier. Ça fait partie de la vie d'un footballeur. C'est vrai que c'est toujours mieux de marquer. Après voilà, le fait de retrouver le chemin des filets est tout à fait normal. Je me connais et je sais que ça allait revenir, bien évidemment. On a vu Marseille ces temps-ci un peu difficile. Ça va pas être un match facile parce que Marseille est une bonne équipe, a disputé la Ligue des Champions, donc on sait le potentiel qu'ils ont, on sait les joueurs qu'ils ont, donc on va être attentif, donc ça va être un match 50-50 je pense pour les deux équipes et on va essayer de remporter ce match samedi. Côté infirmerie, Fabregas termine sa phase de réathlétisation et Gelson Martins est en soins. Et le club de la Principauté a annoncé hier l'arrivée d'un nouveau renfort dans son équipe. Oui, Crépin Diatta s'est engagé pour 5 saisons avec les Rouges et Blancs en provenance du club de Bruges. Le jeune ailier international sénégalais totalise plus d'une centaine de matchs en pro à 21 ans, dont 15 de Ligue des Champions et a inscrit 10 buts en 19 matchs cette saison. Selon RMC Sport, le transfert s'élèverait à 16 millions d'euros. Et les joueurs pros de l'AS Monaco ont la chance de pouvoir s'entraîner normalement. Mais qu'en est-il des amateurs de sport? Avec la fermeture des salles et les mesures visant le coaching personnel, nombreux sont ceux qui ont dû s'adapter pour conserver une activité physique. Mais le saviez-vous? Plusieurs structures sportives sont implantées dans différents quartiers de Monaco pour vous permettre une pratique en plein air. Tour d'horizon avec Alexandra Pani et Orazio Gaggino. La course à pied est souvent la solution la plus adoptée lorsque l'on souhaite pratiquer une activité physique en extérieur. Alors pour les amateurs de footing, justement, 2 pistes d'athlétisme avec un sol amortissant de 2 km ont été installées du côté du boulevard du Larvoto, sur la digue et dans les jardins de Fontvieille. Pour la pratique du vélo, vous les avez sûrement déjà aperçus. Plus de 6 km de pistes cyclables ont été créées. Certaines sont des zones réservées alors que d'autres sont en usage mixte.
Mais il existe aussi des solutions pour les adeptes de fitness et musculation. Il y a un petit peu plus d'1 an, nous avons installé 2 structures, 2 stations de sport connectées dans le cadre de Monaco Extended. Alors des stations connectées, c'est-à-dire que chaque agrès comporte des capteurs qui détectent les mouvements. Et ces capteurs sont reliés à une application, donc l'application Monamove, que vous pouvez télécharger sur un smartphone. Et grâce à cette application, vous pouvez suivre vos performances, comptabiliser vos mouvements et l'application vous propose également des séances d'entraînement bien spécifiques. Et le coach n'est autre que l'ancien rugbyman Sébastien Chabal. D'autres infrastructures sont également disponibles en libre accès. Le parcours, c'est une discipline inspirée des Yamakasi qui permet de faire des déplacements acrobatiques et puis des exercices d'équilibre. Nous avons 13 aires de jeu qui sont réparties sur toute la principauté, donc gérées par la direction de l'aménagement urbain. Et parmi ces aires de jeu, nous avons un skatepark qui est sur le toit du parking des pêcheurs, donc pour faire tout ce qui est sport de glisse. La star américaine du skateboard Tony Hawk a même fait un passage. Plus récemment, c'est un city-stade qui a vu le jour sur l'esplanade des pêcheurs. Des structures en accès gratuit et qui sont bien entendu désinfectées chaque jour. Internet est devenu l'un des principaux outils de communication et d'information. Il est le média le plus utilisé aujourd'hui par les enfants, mais il comporte des dangers. Action Innocence Monaco sensibilise justement les jeunes, mais aussi les parents sur les risques et les dérives liées à l'usage d'Internet. L'association organise d'ailleurs le 28 janvier prochain une webconférence. Alors comment accompagner au mieux enfants et parents dans l'utilisation d'Internet? Nous sommes avec un psychologue qui collabore avec Action Innocence. Bonsoir Pierre Augier. Bonsoir. On vient de le dire, Internet peut véhiculer le meilleur comme le pire. Quels sont les dangers du web pour nos enfants? Ces dangers sont divers et variés. Il peut y avoir déjà des arnaques qui circulent en grand nombre. Il y a également une augmentation de la quantité de pornographie qu'on peut trouver volontairement ou involontairement sur le net. Il y a aussi le développement des réseaux sociaux qui peuvent amener différentes problématiques avec la rencontre d'inconnus, le fait que nos informations privées peuvent se retrouver dans des lieux que nous n'avons pas forcément choisis au départ. Également une compétition qui est devenue plus tyrannique auparavant avec, nos semblables par rapport à cette, société de l'image et cette manière que nous avons de nous comparer aux autres. Voilà pour les dangers principaux en tout cas qu'on peut évoquer. Alors comment on peut accompagner les enfants dans l'usage d'Internet? Comment leur expliquer les risques qu'il peut y avoir? Le discours qu'on essaye de véhiculer par rapport à ça et quand on s'adresse aux parents du coup, c'est, de dire que ça peut devenir un sujet de conversation. Souvent l'adolescent ou l'enfant est livré à lui-même dans cet univers numérique et ce n'est pas un sujet qui est discuté, ce n'est pas un sujet qui est débattu, à table comme pas considéré comme quelque chose pouvant faire partie, du discours familial. Donc ce qu'on va conseiller, c'est aux parents de s'adresser à leur enfant, à leur adolescent en faisant comme si en tout cas en le considérant comme un sujet de conversation normal et ce sont des interactions, ce sont des relations sociales, ce sont des activités. On va parler avec son enfant du sport qu'il est en train de faire, on va pas parler avec lui du jeu auquel il est en train de jouer. Donc bien sûr, il y a des différences à faire, mais c'est un sujet, qui peut être amené, et discuté. Les parents doivent aussi être vigilants de leur côté pour éviter les mauvaises rencontres en ligne, mais aussi le cyberharcèlement dont vous parliez tout à l'heure. Les dangers sont multiples tant les réseaux sont nombreux, hein. Oui, les parents, peuvent du coup, essayer d'ouvrir cet espace de dialogue avec l'enfant ou l'adolescent afin que le jeune puisse s'adresser à eux sans avoir peur d'être puni. C'est souvent ça qui se passe et qui fait que l'enfant reste livré à lui-même devant ces dangers-là. Et donc il y a un espace de parole à ouvrir où l'enfant et l'adolescent doivent comprendre et l'adulte doit avoir fait comprendre à son enfant qu'il sera là pour l'aider et que son but n'est pas de le punir, ou de lui retirer ses moyens de communication, mais de l'accompagner de la manière la plus, satisfaisante possible et sécuritaire par rapport à ces différents dangers qui peuvent être présents. Il y a un chiffre aussi, Pierre Augier, d'après une enquête menée dans les classes de 4e des collèges de la Principauté, 73% des élèves ont déjà été exposés à de la pornographie sur Internet. Vous en parliez tout à l'heure. Quelles conséquences cela peut avoir sur l'enfant?
Les conséquences d'une exposition, très précoce à la pornographie, pour les plus jeunes, ça va être un choc et une incompréhension, comme une image traumatisante, que ce soit par la violence ou par la pornographie ou par la violence de la pornographie. Il peut y avoir ce choc avec les conséquences habituelles d'un psychotraumatisme, avec tous les 10 degrés possibles qui vont être des cauchemars, des difficultés à s'endormir, un dérèglement de l'humeur, une plus grande difficulté à travailler, irritabilité. Pour, les autres dangers qu'il peut y avoir, la recherche n'est pas tout à fait, tranchée, en tout cas sur ce sujet, mais il peut y avoir un développement de comportements, déviants par rapport aux normes sociales qui peut arriver. C'est ce qui a été constaté, en tout cas par une exposition précoce, mais chez des jeunes à l'université dans des études américaines. Également une surreprésentation de certains types d'actes qui étaient moins représentés quand la pornographie prenait moins de place sur internet. Il peut également y avoir des effets physiologiques avec, des difficultés, au fur et à mesure à identifier un partenaire réel comme pouvant produire le même effet qu'un contenu pornographique une fois que notre cerveau a trop été habitué à regarder ça pour, se stimuler. Et ceci fera l'objet d'une webconférence le 28 janvier prochain en Principauté. Nous parlons des dangers d'Internet et de ses conséquences, mais on le rappelle également, rester trop longtemps devant un écran n'est pas bon non plus pour la santé, pour le développement personnel, hein. Tout à fait, ça peut avoir des effets aussi physiologiques, les écrans, déjà au niveau, cardiovasculaire, puisqu'on devient de plus en plus sédentaire. Il peut également y avoir des effets sur la vue et aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur divers écrans, dans notre smartphone, notre ordinateur en particulier, encore plus si nous travaillons avec. Donc oui, il y a des effets déjà juste, aux écrans auxquels nous pouvons faire attention. Merci beaucoup Pierre-Roger d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On retrouve à présent Frédéric Elion pour le reste de l'actualité en Principauté. Frédéric, la mairie a annoncé cet après-midi la fermeture préventive de la microcrèche à Ritournella. Une décision prise, Émilie, suite au test positif à la Covid-19 d'un enfant de la microcrèche hier, jeudi 21 janvier. Les enfants de moins de 5 ans n'étant pas soumis à l'obligation du port du masque en raison de leur jeune âge, la mairie de Monaco a décidé par principe de précaution de fermer la microcrèche à Ritournella pendant 10 jours. Les parents ont été informés par la direction de l'établissement et sont invités à surveiller l'apparition de tout symptôme évocateur de la Covid-19 chez leur enfant. Vous nous parliez hier du plan de relance. Aujourd'hui, coup de projecteur sur cette aide en matière de mobilité électrique. Oui, une bonification des achats de véhicules écologiques ou de vélos à assistance électrique dans un point de vente de la Principauté est consentie jusqu'au 30 juin 2021. Une aide plafonnée à 700 € est valable pour l'achat d'un vélo électrique. Pour un véhicule à moteur à 2 roues électriques, la prime grimpe à 40% du prix d'achat TTC, avec un plafond de l'aide à hauteur de 4 500 €. Et pour une voiture dont les émissions sont inférieures à 60 grammes de CO2 par kilomètre et dont le prix d'achat est inférieur à 50 000 € TTC hors option, un bonus complémentaire de 4 000 € vient se rajouter à l'aide à l'achat initial. Dans un tout autre domaine, la direction de la coopération internationale a organisé sur le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris à Menton son école d'hiver. Comme tous les ans depuis 2015, la DCI a organisé du 18 au 21 janvier une session afin de sensibiliser les étudiants de première année. La coopération monégasque mobilise pour l'occasion ses partenaires, tous experts en leur domaine, pour intervenir auprès des 131 élèves de 28 nationalités différentes inscrits en première année du campus de Sciences Po à Menton. L'école d'hiver représente une opportunité unique de créer des vocations chez ses futurs leaders et de promouvoir l'image solidaire de Monaco. Grande première, cette année, coronavirus oblige, l'école d'hiver s'est tenue de manière virtuelle. Et puis, dernière information, Frédéric, la fermeture administrative d'un établissement en Principauté. En raison de plusieurs manquements constatés par les agents de la sûreté publique, comme le non-port du masque par un employé qui se trouvait en cuisine, ou le non-respect de la distanciation entre les tables, Steak & Shake a fait l'objet d'un arrêté ministériel portant fermeture administrative de 4 jours à compter de jeudi 21 janvier.
Merci Frédéric. Place à présent à notre grand format. Vous les avez sans doute remarqué depuis quelques années. 2 chantiers attisent la curiosité des riverains. Il s'agit du chantier au niveau du rond-point du jardin exotique et de celui situé au niveau du virage du parking du cimetière. Que se cache-t-il derrière ces travaux de grande envergure? C'est notre focus info du jour. Il est signé Christine Datomel et Thomas Deus. Un chantier qui a vu le jour au mois de mai 2017, juste après celui des serres du jardin exotique, un projet d'envergure qui sera livré d'ici quelques années. Organisé en restanque pour s'intégrer parfaitement au lieu, un bâtiment minéral végétal aux multiples activités émergera au niveau du rond-point du jardin exotique. Le niveau de la voie sera affecté à une gare routière. Cette gare routière hébergera les bus interrégionaux, les bus de la CAM et les autocars de tourisme. Donc ce premier niveau est coiffé d'un niveau logistique dans lequel seront effectués des tris de petits colis. Au-dessus de ce premier niveau, on retrouve 2 niveaux de bureaux donc destinés à la location. C'est la partie émergente. La partie invisible, qui est finalement la plus importante en volume, sera constituée d'une quinzaine de niveaux de stationnement pour véhicules légers, auxquels il sera possible d'accéder par le centre du rond-point qui se trouvera derrière moi. On pourra également y accéder par une entrée qui se trouvera au niveau de l'entrée du tunnel descendant Albert II et une 3e entrée qui se trouvera au niveau de l'hôpital. Un parking qui abritera 1820 places et dont une majorité sera affectée aux véhicules des pendulaires afin que le flux qui embarrasse le trafic interne de la principauté soit converti en un flux piéton, d'où la nécessité de créer des connexions entre le parc de stationnement et différentes zones d'activité de Monaco. Les modes de déplacement et de mobilité déjà en place en principauté seront adaptés à ce flux, donc notamment les bus de la CAM et le flux piéton généré par le parc de stationnement sera également accompagné, sera préparé, orienté par des dispositions qui sont en cours de réalisation, notamment la galerie des Salines qui se trouve au niveau du cimetière de la Principauté. Au cœur du tunnel creusé dans la roche, tous les jours, des tirs de mine sont effectués pour permettre l'avancée des travaux. On parle en quantité totale d'une vingtaine de kilos d'explosifs. Ce qui est important de préciser, c'est que cette quantité d'explosifs ne va pas détonner en même temps. Les contraintes vibratoires sont telles et l'environnement du chantier est tel qu'on va les séparer en petites quantités de quelques centaines de grammes qui partent les unes à la suite des autres. On avance d'1 mètre à 1,50 m par jour. Est-ce qu'il vous arrive de découvrir des surprises? Alors tout dépend ce qu'on appelle des surprises. Si c'est le trésor de pirates, c'est non. Par contre, on peut avoir effectivement en particulier sous la falaise du jardin exotique parfois des grottes. Pour l'instant, on n'en a pas eu et on espère qu'on n'en aura pas. On préfère travailler au rocher, c'est quand même mieux pour nous. Au niveau de l'environnement, on a principalement des contraintes en termes de vibration pour les riverains. Pour les structures qui nous entourent, on a le CHPG au-dessus, on a la falaise du jardin exotique, les bâtiments comme les Caroubiers, les Millennium, qui sont tous équipés de capteurs qui vont en temps réel mesurer l'impact des tirs et nous retourner l'information pour nous permettre d'adapter au tir du lendemain. C'est une technique qui est bien gérée, qui est maîtrisée, qui ne génère pas de vibration, mais qui en revanche génère un bruit. Donc ce bruit peut surprendre lorsqu'on n'est pas prévenu, donc du coup on préfère la régularité. Un tir de mine est donc effectué tous les matins entre 9h et 11h, des travaux encadrés et respectueux des riverains. Il y a un gros poste de surveillance, donc vibratoire, acoustique. On a une diffusion SMS. L'objectif, c'est d'avertir 24 heures à 4 heures avant le tir. Et donc diffusion de SMS aux riverains. Une information par lettre qui s'est fait dans les boîtes aux lettres au préalable. Et avant chaque tir, une alerte après sonore, de manière à éviter quand même les surprises pour les riverains. Depuis juillet 2018, ce sont 550 tirs qui ont été enregistrés. Un chantier d'envergure, mais qui, comme tous les chantiers, apporte aussi son lot de contraintes. On est placé juste au-dessus du tunnel et on est accroché aux travaux de l'hôpital. Donc tous les jours, on ne peut pas ouvrir la fenêtre, on ne peut pas ouvrir les volets. Et avec 3 enfants, dont un nourrisson, c'est très embêtant, on va dire. C'est presque invivable.
Alors madame, ça fait de nombreuses années que vous habitez ici. Est-ce que c'est dérangeant ces travaux? Dire que c'est arrangeant, c'est pas vrai. Dérangeant, moi, ça me dérange pas. Ça fait pas beaucoup de bruit? Non, non, non. 80 compagnons au total travaillent du lundi au vendredi sur le chantier consacré à la zone publique au niveau du jardin exotique et seulement 8 hommes sont aux commandes du creusement du tunnel côté cimetière, la galerie des Salines. Un travail d'équipe donc pour ces travaux qui s'achèveront d'ici 2023 sous le regard bienveillant de Sainte-Barbe qui pour l'heure veille à la protection de ses compagnons. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour samedi, Frédéric ? Retour du beau temps, Émilie. Il y aura beaucoup de vent toute la journée. Le ciel sera donc bien dégagé, surtout le matin. Possibilité de faibles averses en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera 6 degrés le matin et 11 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h54 pour se coucher à 17h29. Samedi 23 janvier, nous fêterons les Barnards en l'honneur de Barnard de Romans qui servit les armées de Charlemagne. Merci Frédéric pour cette précision historique. Vous nous annoncez le retour des éclaircies à partir de demain. Pourquoi ne pas se rendre dans les musées de Monaco pour y découvrir les dernières expositions? Quelques suggestions pour refermer ce journal avec les photos de Michael Alési et de Stéphane Dana. Merci de votre fidélité et à demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.